Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la première webconférence, CEPAGE. On est très heureux ce soir, de vous accueillir pour cette, 1re, édition qu'on espère, renouvelée. Donc ce soir, Claire Philippa vous parlera de, polluants chimiques et santé de l'enfant dans la cohorte CEPAGE. La présentation durera environ 20 minutes et à l'issue de la présentation, vous pourrez poser quelques questions. Alors pour cela, utilisez le menu Q et R que vous devez voir en bas là sur votre bandeau et l'un de nous dans l'équipe posera les questions à Claire à l'issue de cette présentation. Voilà et on répondra aussi peut-être à certaines questions, en ligne. Alors je vais laisser la parole à Claire et on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, je suis Claire Philippa, je suis chercheure dans l'équipe CEPAGE et je m'intéresse spécifiquement à l'exposition à des composés qui appartiennent à la famille des phénols et des phtalates. Donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que dans la cohorte CEPAGE, on s'est intéressé à ces composés chimiques. Alors notamment parce qu'ils sont présents dans de multiples produits de consommation courante. On en retrouve dans les produits de soins et cosmétiques, comme, conservateurs, par exemple, pour les parabènes, biocides pour le triclosan ou, les phtalates qu'on peut retrouver dans les parfums. On en retrouve aussi comme fixateur d'encre, notamment dans les tickets de caisse. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré des niveaux d'exposition plus élevés au bisphénol A chez les femmes qui travaillent comme caissières. Et puis, ils sont aussi retrouvés dans, différents types de plastiques, du type, polycarbonate pour le bisphénol A ou, PVC pour les phtalates. Et en fait, cette présence dans de multiples produits de consommation, elle entraîne une exposition généralisée dans la population générale. Et jusqu'à maintenant, les études qui ont dosé les phénols ou les phtalates dans les urines de femmes enceintes de la population générale, elles étaient capables de les détecter dans 90 à 100 des échantillons d'urine testés. Donc on a vraiment une exposition généralisée. Et c'est problématique parce que ces composés, c'est des perturbateurs endocriniens connus ou suspectés. Alors, perturbateur endocrinien, ça veut dire que ces composés sont capables d'agir sur le système endocrinien, qui est aussi connu sous le nom de système hormonal. Quand on parle d'hormones, on pense souvent au système reproductif, mais il n'y a pas que les testicules. En fait, c'est ce qui est représenté sur le schéma sur cette diapo qui représente l'ensemble des glandes capables de produire des hormones dans votre organisme. Donc, il y a par exemple la thyroïde qui va produire les hormones thyroïdiennes qui sont cruciales pendant la grossesse pour le bon développement du fœtus, sa croissance et son neurodéveloppement. Et donc, ce qu'il faut comprendre à travers ce schéma, c'est que les perturbateurs endocriniens, en affectant ce système hormonal, ils peuvent en fait avoir des effets sur différents aspects de la santé. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle à propos de ces composés, c'est qu'ils ont une courte demi-vie. C'est-à-dire qu'ils ont une faible persistance et quand vous êtes exposé, ils sont rapidement éliminés de votre organisme. Et ça, c'est intéressant, ça en fait une bonne piste pour la prévention, parce que si on arrive à identifier les sources et à éliminer ces sources de votre quotidien, les doses internes à ces composés vont diminuer rapidement. Alors nous, comment est-ce qu'on évalue ces doses internes? En fait, on va doser des biomarqueurs dans les urines. Donc des biomarqueurs, c'est seulement un marqueur de l'exposition que vous avez eue à ces composés. Et avant ces pages, les études, elles utilisaient un échantillon d'urine unique pour estimer les expositions pendant l'ensemble de la grossesse. Et dans le cadre de cépage faisabilité, alors cépage faisabilité, c'est une cohorte qu'on avait fait en amont de cépage, notamment pour tester le protocole, et qui incluait une quarantaine de femmes enceintes. Et ce que j'ai représenté ici sur ce graphique, en fait, c'est les concentrations urinaires de bisphénol A dans les urines recueillies pendant une semaine chez une femme enceinte de cette cohorte cépage faisabilité. Et donc, on voit bien que quand on recueille un seul échantillon d'urine, suivant quand est-ce qu'on le recueille pendant cette semaine, on peut être assez loin finalement de la moyenne des concentrations sur la semaine ou sur la grossesse, qu'est-ce qu'on essaye d'estimer dans nos études. Et toujours en se basant sur les données de la cohorte CEPAGE faisabilité, ce qu'on a montré, c'est que ceci entraînait de l'erreur de mesure et un biais dans les effets observés dans les études épidémiologiques. Et en fait, ce biais, c'est ce qu'on appelle un biais vers zéro, c'est-à-dire que les effets observés dans les études
sont probablement beaucoup plus faibles que l'effet réel. C'est ce qui est illustré par cette image de l'iceberg. Donc nous, ce qu'on voit, c'est finalement la partie non immergée. Et ce qu'on a essayé dans ces pages, c'est d'essayer de faire ressortir la partie immergée pour avoir une meilleure vision de l'effet global de ces composés. Et pour ce faire, comme vous le savez bien, on ne vous a pas demandé de recueillir un seul échantillon d'urine pendant votre grossesse, mais des échantillons d'urine multiples aux 2 trimestres de la grossesse. Et puis, dans le cadre de ces pages, en plus, vous nous avez aussi, donné les échantillons d'urine de vos enfants et ça, dès 2 mois. Donc vous l'avez répété à 1 an, 3 ans et 8 ans et vraiment ces échantillons d'urine, de l'enfant, ils sont très précieux parce que ces pages, c'est la première cohorte qui dispose d'échantillons d'urine répétés avant les 1 an de l'enfant, qui est en fait une période de, sensibilité particulière pour, ces polluants, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en développement entre 0 et 2 ans. Donc bien sûr, on vous a pas demandé seulement, des urines, on a recueilli aussi, lors des, examens cliniques, notamment, du sang, qui nous sert du sang ou des cheveux, qui nous servent à évaluer l'exposition à d'autres polluants chimiques et aussi à ce qu'on appelle des biomarqueurs d'effet. Par exemple, on va doser, des hormones thyroïdiennes ou stéroïdiennes dans le sang pour essayer de mieux comprendre comment les polluants chimiques peuvent affecter la santé. Et vis-à-vis de la santé, ce qu'on a pu évaluer dans le cadre des, données recueillies, dans le cadre de ces pages, c'est la croissance, très tôt, parce qu'on a pu avoir accès aux, données échographiques pendant la grossesse. Le neurodéveloppement de l'enfant à l'aide de questionnaires que vous avez complétés et puis, de tests réalisés avec des neuropsychologues pendant les visites cliniques et la santé respiratoire. Donc c'est l'ensemble de ces aspects de la santé qui nous intéressent. Donc, ce qu'on a fait, avec les urines, que vous nous avez, données, en fait, on a dosé des biomarqueurs d'exposition à un certain nombre de composés qui sont des bisphénols, des parabènes, la benzophénone 3 qui est un filtre anti-UV qui est notamment utilisé dans certains cosmétiques et des emballages alimentaires pour protéger les aliments de la dégradation via, le rayonnement. Le triclosan qui est un biocide utilisé dans certains produits d'hygiène et puis des métabolites de composés de la famille des phtalates. Donc les premiers résultats, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les fréquences de détection étaient toujours relativement élevées dans cette cohorte récente, à l'exception du bisphénol S et du butylparabène qui étaient détectés dans moins de 30% des échantillons d'urine testés. Et pour le bisphénol S, c'est probablement une histoire de, timing parce que, les données recueillies pendant la grossesse, c'était entre 2014 et 2017 et ce composé, c'est un composé qui tend à remplacer le bisphénol A. Donc c'est possible que si on le dosait aujourd'hui, les fréquences de détection seraient plus élevées et c'est effectivement ce qu'on observe chez les enfants avec des fréquences de détection pour ce composé qui sont un petit peu plus élevées. Donc sur ce graphique, j'ai représenté, les niveaux d'exposition, enfin les concentrations urinaires des, phénols dans ces pages en, bleu foncé et dans d'autres cohortes françaises qui ont lieu auparavant, notamment la cohorte Eden, qui est une cohorte qui a recruté des femmes enceintes à Nancy et Poitiers entre 2003 et 2006 et la cohorte ELF, qui a une couverture nationale, mais qui a la spécificité d'avoir recueilli les échantillons d'urine à la maternité et qui n'avait dosé que le bisphénol A. Donc globalement, ce qu'on peut voir, c'est que, les, niveaux d'exposition tendent à diminuer entre ces pages et les cohortes précédentes, à l'exception du bisphénol A, ce qui était, relativement une surprise. On s'attendait à une plus grosse diminution du bisphénol A qui a commencé à être réglementé dans, les emballages alimentaires entre 2014 et 2017. Donc sur ce graphique, ce que j'ai représenté, c'est les niveaux d'exposition aux différents, moments auxquels vous nous avez donné enfin, vous nous avez recueilli des urines pour vous ou votre enfant, pendant le suivi cépage. Donc en, violet rose, vous avez les niveaux d'exposition pendant la grossesse et en bleu, on a représenté les niveaux d'exposition chez l'enfant. Donc ce qui est assez facile à voir, c'est que, la couleur bleu foncé, les niveaux sont plutôt, plus faibles, donc c'est, les expositions à 2 mois. Mais en fait, ça, c'est sûrement dû au fait que les urines à 2 mois, elles sont beaucoup plus diluées qu'aux autres périodes de la vie et quand on corrige pour cette dilution urinaire, finalement, les niveaux reviennent à ce qu'on observe pendant la grossesse et 1 an. Et à la grossesse entre la grossesse et 1 an, on a des niveaux d'exposition qui sont finalement assez similaires. Donc cette fois, ce que j'ai représenté ici, c'est ce qu'on appelle des coefficients de corrélation. Donc c'est des valeurs qui vont entre 0 et 1 et plus on est proche de 1, plus, on peut dire que, les mesures sont semblables et peuvent être utilisées pour, se prédire l'une l'autre.
Donc ici, c'est les coefficients de corrélation entre les concentrations urinaires mesurées pendant la grossesse et les concentrations urinaires mesurées chez l'enfant. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que finalement, ces coefficients, ils sont plutôt proches de 0 que de 1, à l'exception de la benzophénone 3 pour lequel on est au-dessus de 0,5, mais sinon, c'est plutôt faible. Et ce que ça veut dire, c'est que les expositions pendant la grossesse, elles ne peuvent pas être utilisées pour prédire les expositions de l'enfant. Et donc, que ces échantillons d'urine que vous avez recueillis pendant l'enfance, ils sont vraiment cruciaux parce qu'on n'aurait pas pu reprédire ces expositions à partir des données grossesse. Alors ici, c'est juste pour, vous présenter, l'ensemble des travaux qui ont déjà été réalisés en lien avec, ces dosages de, phénol et phtalates. Donc on s'est intéressé aux associations avec la croissance, aussi bien pré que postnatale, la santé respiratoire et le neurodéveloppement. Et on a aussi donc réalisé des dosages, hormonaux, notamment des hormones thyroïdiennes et stéroïdiennes. On a des données sur le microbiote intestinal et la santé placentaire. Et aujourd'hui, dans ces 20 minutes, je vais essentiellement vous parler des études qui se sont intéressées au lien direct entre exposition prénatale et postnatale au phénol et aux phtalates et le neurodéveloppement de l'enfant. Donc, avant de rentrer dans le détail des résultats et des effets qu'on a observés, je voulais juste essayer de vous expliquer comment les résultats que je vais vous donner peuvent être interprétés. Donc, un exemple d'une étude qu'on aurait pu faire avec le QI et le type de résultat qu'on obtient dans une étude épidémiologique, c'est pour une augmentation d'une unité de l'exposition au composé X, le score de QI va en moyenne diminuer de 2 points. Donc, j'ai bien dit en moyenne, ce qui fait penser que l'interprétation, elle doit se faire au niveau de la population, mais pas au niveau individuel, parce que la moyenne, ça se rapporte à la distribution des scores de QI dans la population générale. Et cette distribution, elle est représentée ici sur cette, diapo. Et en fait, une diminution, en moyenne de 2 points, ça veut dire que toute la courbe de distribution du QI, elle est déplacée vers la gauche. Et en bas à gauche de cette courbe, j'ai représenté, la limite en dessous de laquelle on considère qu'il y a une déficience intellectuelle. Et donc ce que vous pouvez voir sur cette courbe, c'est quand, l'ensemble de la courbe est déplacé de 2 points vers la gauche, le nombre d'enfants souffrant de déficience intellectuelle augmente. Donc voilà comment on va pouvoir, interpréter les résultats que je vais vous, présenter. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas, encore traité les, résultats avec le score de QI, mais on s'est plutôt intéressé au comportement de l'enfant. Et ce comportement, il a été évalué notamment avec, différents questionnaires et je vais vous présenter les résultats obtenus à partir de 2 questionnaires différents. Donc le premier, c'est, le Child Behavior Checklist, qui est un questionnaire que vous avez complété aux 2 ans de l'enfant, qui comportait une centaine de questions et qui nous permet de calculer des scores qui sont en lien avec ce qu'on appelle le comportement internalisé et le comportement externalisé. Donc les comportements internalisés, c'est plus ce qui va se rapporter aux émotions, à l'anxiété, tandis que les comportements externalisés, c'est plutôt en lien avec des problèmes d'attention et d'agressivité. Donc là, je vais vous présenter des résultats d'analyse statistique, et ces analyses statistiques, elles ont pris en compte ce qu'on appelle des facteurs de confusion. Donc c'est tout ce qui pourrait expliquer, ce qui pourrait entraîner des associations non causales entre les expositions et le neurodéveloppement de l'enfant. Par exemple, dans le cadre de cette étude-là, on avait, pris en compte l'âge de la mère, les niveaux d'éducation, les difficultés psychologiques pendant la grossesse, le sexe de l'enfant. Donc tous les résultats que je vais vous présenter, ils sont ce qu'on peut dire ajustés pour ces facteurs de confusion. Et puis une des originalités de ce travail, c'est aussi qu'on a essayé de prendre en compte l'effet joint des phénols et des phtalates et jusqu'à maintenant, les études s'étaient plutôt intéressées aux effets de chaque composé de façon individuelle, ce qui, représente pas complètement la réalité parce que bien sûr, on est exposé à une multitude, de polluants chimiques. Donc les résultats de, cette analyse qui s'intéressait à l'effet joint des phénols et des phtalates sur le comportement de l'enfant, ils sont, sur cette diapo. Donc quand le score est augmenté, ça suggère plus de, difficultés comportementales. Donc ici, ce que ça montre, c'est une augmentation de l'exposition au mélange de phénol et phtalates pendant la grossesse était associée à une augmentation des scores, notamment en lien avec le comportement externalisé et internalisé. Donc c'est plutôt des effets délétères. Et le modèle statistique qu'on a utilisé, en plus, de permettre d'évaluer cet effet, mélange, il permet d'informer au sein du mélange quels sont les composés les plus importants pour cet effet.
Donc pour les scores, externalisés, c'était le bisphénol A, le triclosan et un phtalate qui étaient, responsables de cet effet, mélange. Et le bisphénol A et le triclosan, c'est 2 composés qui étaient déjà associés avec le comportement de l'enfant dans, l'étude EDEN, qui est une étude, française réalisée, précédemment sur ces thématiques. Et puis pour le score internalisé, c'était plutôt, des phtalates qui étaient responsables de, l'effet mélange observé. Alors l'autre score auquel on s'est intéressé, c'est un score qui est obtenu à l'aide d'un questionnaire qui s'appelle le Social Responsiveness Scale. Alors qui est un questionnaire que vous avez complété aux 3 ans de l'enfant et qui lui évalue plutôt le comportement social et les traits liés aux troubles du spectre autistique. Donc on a plus des questions en lien, voilà, avec, la capacité à interagir avec les pairs et les comportements, restreints et répétitifs. Donc dans ce travail-là, on a pu intégrer à la fois les expositions prénatales et postnatales, ce qui n'était pas le cas dans le papier précédent, parce qu'on avait dans le papier précédent, on n'avait pas, encore, les dosages, chez l'enfant. Donc c'est pour ça que sur cette, diapo, cette fois, vous avez les résultats pour, chaque période, d'exposition, avec l'exposition au 2e, 3e trimestre, à 2 mois et à 1 an. Et dans cette étude-là, il y avait pas d'effet fort de l'exposition prénatale ni, de l'exposition à 2 mois. Par contre, il y avait des associations entre, l'exposition à 1 an et une augmentation des scores, de ce questionnaire qui est là encore, suggestif d'un effet délétère. Et on s'est intéressé au sein du questionnaire à différents, aspects et c'était plutôt la conscience et la communication sociale qui, semblaient affectées par l'exposition postnatale à ces composés. Donc jusqu'alors pour résumer, ce que, Cepage nous a, appris et ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment ces échantillons d'urine répétés, que vous nous avez fournis à la fois pendant la grossesse et la petite enfance, c'est vraiment une force de Cepage qui nous permet d'être plus, confiants dans les résultats. Et il faut savoir que, l'initiative Cepage a été, reproduite puisqu'il y a des cohortes, qui maintenant appliquent un protocole similaire en Espagne avec la cohorte EBISC ou en France avec la cohorte Marianne. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'essayer de mettre en commun les données de la cohorte Cepage et les données de ces cohortes pour essayer d'augmenter, la taille de l'échantillon et donc la puissance statistique qui nous permet de mettre en évidence des effets. Ce qui est important parce que souvent quand on travaille avec des polluants chimiques, c'est des effets faibles qu'on va mettre en évidence et plus on a une taille de population importante, plus on a une chance de mettre en évidence ces effets. Ce qu'il faut, se rappeler vis-à-vis des résultats cépage, c'est que, dans cette cohorte relativement récente, l'exposition reste très répandue à la fois chez les femmes enceintes et les nourrissons. Et il s'agissait des premières données, en France sur, l'exposition précoce dans la première année de vie. Et puis dans le cadre de cépage, on a détecté de nouveaux composés qui n'avaient pas été étudiés, jusqu'alors, notamment le bisphénol S qui, tend à remplacer le bisphénol A. Et le DINCH, qui est un composé qui tend à remplacer, certains phtalates dont l'utilisation est réglementée aujourd'hui. Et puis, voilà, les résultats notamment du second papier dans lequel on a pu, intégrer les données d'exposition de la petite enfance, suggèrent que, voilà, cette période est vraiment une période, de sensibilité particulière et qui doit être étudiée de manière, beaucoup plus approfondie avec de nouvelles études qui, disposeraient de données détaillées sur les expositions pendant cette période. Donc maintenant, je voulais juste, vous donner une vision des prochaines étapes, dans ces pages. Donc un de nos objectifs, c'est d'essayer de poursuivre le suivi et notamment de recueillir des données, aux 8 ans de l'enfant. Entre autres, pour voir si, les associations qu'on observe avec des paramètres de santé mesurés en début de vie se maintiennent quand les enfants grandissent. Donc c'est pour ça que vous avez été invité ou vous allez être invité à participer à un nouvel examen clinique qui aura lieu, à l'hôpital et au cours duquel, on va de nouveau évaluer le neurodéveloppement, la croissance, et la santé respiratoire de vos enfants. Et dans les nouveautés lors de cet examen clinique, cette fois pour le neurodéveloppement, vos enfants seront, invités à réaliser des tests sur, ordinateur. Et puis la jolie photo que vous voyez à côté, c'est une photo de fond d'œil. Donc on va prendre en photo, l'œil de vos enfants pour essayer de voir la microcirculation et qui est un marqueur de, la santé cardiovasculaire. Et puis, comme je vous l'ai dit, on s'attache aussi à essayer de comprendre, en fait, comment, ces polluants chimiques peuvent affecter la santé de l'enfant et dans le cadre du neurodéveloppement, on a d'ailleurs, aussi mis en place, entre 9 et 10 ans,
il va y avoir une visite d'imagerie permettant donc d'étudier la morphologie et la connectivité du cerveau. Donc vous devriez aussi être réinvité entre les 9 et 10 ans de votre enfant à participer à ce suivi. Et puis, les autres étapes qui sont, plus ou moins avancées, c'est l'inclusion d'autres familles de polluants parce que comme je vous l'ai dit, effectivement, on n'est pas exposé seulement, au phénol et au phtalate. Donc il y a toute une partie de cépage qui est sur, l'exposome urbain et la pollution de l'air dont je ne parlerai pas du tout, aujourd'hui et qui fera peut-être l'objet d'un prochain séminaire. Et dans les polluants plus, chimiques, on a aussi, dosé, les substances, perfluorées, donc vous avez peut-être entendu parler. Et c'est aussi des composés pour lesquels les sources d'exposition sont multiples. Emballage alimentaire, mousse anti-incendie, appareils électroniques, le fart de nos skis pour les Grenoblois, c'est une source d'exposition importante potentielle, produits de cosmétiques et de soins, et puis matériel de cuisine. Et la différence entre ces composés et ceux que je vous ai présentés avant, c'est que ceux-ci, ils ont une longue demi-vie et donc ils sont rémanents à la fois dans l'environnement et dans nos organismes et qu'on est exposé via notamment l'alimentation et l'eau. Et donc ces composés, on les a dosés. Cette fois, on les a dosés dans le sang et ça, c'est dû, à leurs caractéristiques chimiques. Pour ceux-ci, on préfère le sang que l'urine. Et ce que vous voyez ici, c'est les fréquences de détection des différents composés de la famille des composés perfluorés. Et donc, on voit que ces fréquences de détection, donc, quand les barres qui sont très, très hautes, ça veut dire qu'elles sont détectées dans 100 des échantillons. Donc ces fréquences de détection, elles sont variables en fonction des composés. En fait, sur la droite du graphique, c'est plutôt des, composés perfluorés anciens qui sont utilisés depuis un moment et puis sur la gauche, c'est des nouveaux qui tendent à remplacer les anciens et c'est pour ça qu'on n'a pas encore des fréquences de détection très élevées dans notre cohorte. Et donc la première étude qu'on a réalisée, on s'est intéressé aux associations entre l'exposition prénatale à ces composés et la santé respiratoire, parce qu'une des hypothèses sur les effets sanitaires de ces composés, c'est notamment via le système immunitaire qui est prédicteur de la santé respiratoire de l'enfant. Et à ce jour, dans le cadre de CEPAGE, on n'a pas mis en évidence d'association claire entre ces composés et la santé respiratoire. Et là, ça peut toucher encore voilà ce que j'ai essayé d'expliquer sur la taille de la population. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'effet, ça veut dire que dans le cadre de ces pages, on n'est pas capable de les mettre en évidence. Et c'est peut-être qu'avec une plus grosse population, on arrivera à mettre en évidence ces effets. Et c'est pour ça que maintenant, on essaye aussi de combiner les données cépages avec d'autres cohortes ayant un protocole similaire. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je voulais sincèrement vous remercier parce que, bah, comme vous avez pu le voir à travers, cette présentation, sans vous, nous les chercheurs, on n'est rien. Ce dont on a besoin, c'est vraiment, bah, des données, des échantillons biologiques que vous nous fournissez, que vous nous avez fournis pendant la grossesse et que vous continuez à nous fournir, de vos enfants et puis votre participation aux visites, cliniques. Et donc là, en bas, vous avez, l'équipe CEPAGE, donc pour lequel il y a des chercheurs, des biostatisticiens, des attachés de recherche clinique avec qui vous êtes en contact sur le terrain. Et puis, j'ai juste listé en bas de cette diapo les financeurs, juste pour rappeler que les financeurs de la cohorte CEPAGE, c'est seulement des financements publics, il n'y a aucun financement, privé, dans notre recherche. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je crois qu'il y a un temps pour les questions. Oui, alors du coup, pour les questions, alors si vous voulez poser des questions, il faut que vous alliez dans questions et réponses, l'onglet questions et réponses. Et donc Marion, ma collègue qui est ici, va lire les questions et moi, je vais tâcher d'y répondre au mieux. Voilà, donc déjà, plusieurs réponses ont été posées. La- la première question qui a été posée, c'est quelqu'un qui demande par rapport à l'IRM qui est prévu pour les enfants à 9 ans et qui nous dit l'IRM émet beaucoup de radiation. Avez-vous pris en compte cet élément? Alors effectivement, il y a pas c'est pas des radiations et en fait, avant de proposer, un examen clinique aux enfants, on passe devant un comité d'éthique qui s'assure effectivement que les mesures qu'on propose dans le cadre de la cohorte ne sont pas dangereuses pour les enfants ou les femmes pendant la grossesse. Et donc là, c'est fait avec, des professionnels de l'IRM, donc c'est avec l'hôpital il y aura l'occasion, de discuter avec des professionnels en amont, sur ces questions-là, effectivement. Merci. Une autre question. Le bisphénol A est remplacé par le bisphénol S.
qui est réputé moins toxique, est-on certain de sa moindre toxicité? Non, non, justement, on est très incertain, au contraire. Donc déjà, le bisphénol A est remplacé par le bisphénol S, mais le bisphénol A est quand même toujours présent et on en détecte encore dans ces pages. Et ensuite, le bisphénol S, en fait, il a une structure qui est quand même assez similaire, du bisphénol A. Il a aussi des propriétés de perturbateur endocrinien et au niveau des échanges, entre la mère et le fœtus, il semblerait que même le bisphénol A soit plus facile à éliminer, à travers le placenta. Donc vraiment, là, on touche la question de la substitution et pour moi, en tant que chercheur, le bisphénol S n'est pas un bon substitut du bisphénol A. Merci. Comment est-ce qu'on pourrait, éviter, d'être exposé, à ces perturbateurs endocriniens, au quotidien? Alors là, là, on peut parler de ce qu'on appelle des études, d'intervention. Donc ça, c'est des études qui ont modifié les comportements des gens pour essayer d'évaluer, quelles modifications de comportement pouvaient avoir un effet sur, les expositions. Donc je vais prendre quelques exemples. C'est surtout des études qui ont été réalisées jusqu'à maintenant aux États-Unis. Donc il y a des études qui se sont intéressées sur, les produits de soins et cosmétiques et qui ont demandé, c'était pas forcément des femmes enceintes, mais qui ont demandé aux participants d'arrêter d'utiliser des produits de soins et cosmétiques pendant 5 jours ou d'utiliser, seulement des produits de soins et cosmétiques pour lesquels on savait qu'ils ne contenaient pas les composés d'intérêt et avant et après, ils ont recueilli des échantillons d'urine dans lesquels ils ont dosé notamment, des parabènes et le triclosan et au bout de 5 jours, ils ont pu mettre en évidence une diminution nette des concentrations urinaires. Donc ce qu'il faut, intégrer là-dedans, c'est ce que j'ai dit dans ma première diapo, c'est que ces composés, ils ont une courte demi-vie et donc si on arrive à éliminer les sources, les concentrations urinaires et donc l'exposition diminuent assez rapidement. Et un autre exemple, d'étude qui là s'était intéressé plutôt aux contenants alimentaires, parce qu'on imagine que enfin il y a même des études qui ont montré que, l'alimentation, c'était une source d'exposition non négligeable au bisphénol A et à certains phtalates. Et donc là, c'était pareil, c'était aux États-Unis, donc le contexte est un peu différent de la France. Ils avaient demandé aux participants, d'arrêter de ne plus, consommer, des choses qui avaient été emballées en plastique, de ne pas chauffer dans des contenants en plastique et là encore, ils avaient pu mettre en évidence une diminution des concentrations urinaires du bisphénol A et de certains phtalates et c'est pareil, c'est une étude qui a duré, 3 jours, donc c'est des temps relativement courts qui permettent de, vraiment voir une différence au niveau des expositions. Donc ça vaut pour, les phénols et les phtalates et malheureusement pour les, composés perfluorés, les composés que j'ai pas dont j'ai parlé tout à la fin, vu qu'ils ont une longue demi-vie et qui sont rémanents, les changements de comportement auront un effet sur les concentrations sanguines sur, du plus long terme et là, on parle plutôt de l'année, voire de plusieurs années. Heu, Merci. Et juste, pour revenir, plus particulièrement au bisphénol A, vous dites qu'il a été, réglementé, mais qu'on est toujours, encore, exposé. Donc, connaissez-vous les sources actuelles de cette exposition au bisphénol A? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est, dans quel, contexte il a été réglementé. Donc le bisphénol A, il a été interdit dans les biberons en 2010, puis en 2015 dans, les contenants alimentaires et tout ce qui est en contact de l'alimentation et en 2020, je crois, sa présence est limitée mais pas interdite dans les tickets de caisse et en fait, la le problématique du bisphénol A, c'est que les sources d'exposition sont multiples et que malheureusement cette réglementation, n'a pas touché toutes les sources et aujourd'hui, je peux pas vous dire par contre, quelles sont les sources d'exposition majeures du bisphénol A. C'est on ne sait pas vraiment. Quand il y a eu cette réglementation sur les contenants alimentaires, c'est parce qu'on pensait que l'alimentation était une source d'exposition, majeure et malheureusement cette réglementation n'a pas été suivie d'une diminution nette, des expositions. Donc c'est vraiment, la difficulté vis-à-vis de ces composés, c'est leur présence, tellement multiple qui rend difficile, l'identification des sources principales et la réglementation. Merci. Donc il y a quelqu'un qui précise, que les personnes qui auraient participé, à l'étude CEPAGE sont des gens qui sont déjà plutôt sensibilisés à ces problèmes, à cette problématique et qui font peut-être déjà, attention. Et donc est-ce qu'on peut en conclure que les niveaux d'exposition de la population, elles sont plus élevés que dans la cohorte CEPAGE? Alors c'est difficile, ce qui nous manque un peu et ce qui est en train de se développer en France, c'est finalement des études, nationales,
de ce qu'on appelle du biomonitoring, donc de suivi des expositions. Donc il y a des initiatives, hein. Il y a l'étude Esteban qui est sur des enfants et des adultes. Et sur la femme enceinte, on n'a pas beaucoup de données au niveau national. Il y avait la cohorte ELF, mais, qui a été recrutée en 2010, mais c'est un recrutement à la maternité. Et en fait, les échantillons d'urine, ils ont été prélevés au moment de la naissance. Et vu la courte demi-vie de ces polluants chimiques, ça représente plutôt l'exposition finalement à la maternité ou le jour avant, qui est souvent vraiment différent de l'exposition pendant la grossesse. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire est-ce que par rapport à la population générale, est-ce que dans ces pages on est plus ou moins élevé parce qu'on manque un petit peu de données. Après, après effectivement, c'est quand même probablement une population particulière d'un point de vue géographique et d'un point de vue effectivement connaissance de... et surtout vu quand même, on essaye d'échanger avec vous, vous recevez des newsletters, vous êtes aussi informés par votre participation à ces pages. Et merci. Et même si on essaie de faire attention, c'est quelqu'un qui dit que c'est quand même difficile de faire toujours attention pour diminuer ses expositions et demande au bout de combien de temps les niveaux d'exposition remontent jusqu'à une concentration qui serait néfaste. Et également, est-ce que vous avez une idée, par exemple, des différents catégories de plastique qui vont avoir un effet sur notre exposition? Par exemple, le cellophane qui est très utilisé en restauration scolaire. Alors, il y avait plusieurs questions. Donc la première, c'est plus une question vis-à-vis finalement de la rémanence de ces contaminants dans notre organisme. Donc ça, c'est vraiment composé dépendant, avec des grandes variations pour voilà, les phénols et les phtalates, c'est quelques jours. Et les composés perfluorés, c'est plusieurs années, comme certains pesticides ou dioxines. Et alors après, il y avait la question plus en lien avec, en fait, Pardon, est-ce les que catégories de finalement, plastique est-ce qu'il y a et une dose aussi, une oui, dose à partir de laquelle on sait que l'effet est néfaste? Malheureusement, il y a pas ces doses-là pour les composés dont on parle aujourd'hui. Et ensuite, pour quel plastique? Donc, il y a le polycarbonate et PVC qui contiennent des phtalates, mais je pourrais pas vous donner plus de détails sur les cellophanes. Ça sort un petit peu de notre domaine de compétences. Là, c'est plutôt des chimistes qui pourraient répondre à ce type de questions vraiment sur l'identification des sources. Et puis après, il y a la seule chose que je peux dire, il y a la présence et les conditions d'utilisation aussi qui peuvent impacter le relargage de ces composés. merci. Et il y a quelqu'un qui demande si connaissez-vous le livre Antitoxique du docteur Laurent Chevalier? Non, mais je ne connais pas toute la littérature, sur, la littérature grand public sur ce sujet. J'en connais quelques-uns, mais celui-là en particulier, non. Est-ce- est-ce- Alors je crois qu'on est arrivé au bout des questions qui étaient, dans l'onglet, questions-réponses. Donc si vous avez, d'autres questions brûlantes, c'est le moment de les poser et sinon, alors je regarde, mon mais j'ai l'impression qu'il y a pas d'autres, Il y a une autre ah question si. qui vient d'arriver. Pouvons-nous imaginer qu'un industriel qui souhaite, par exemple, remplacer le bisphénol A soit obligé d'apporter la preuve de l'innocuité du remplaçant? Ou bien s'agit-il d'une parfaite utopie? C'est très compliqué, ces aspects-là, notamment pour les perturbateurs endocriniens, pour lesquels rien que la définition de perturbateur endocrinien a mis du temps à être acceptée au niveau de l'Europe. Et après, ça dépend de la catégorie de produits. Suivant la catégorie de produits, il y a des réglementations qui sont plus ou moins fortes. Et donc, je dirais que ce serait vraiment ce vers quoi il faut tendre, mais on n'en est pas complètement ici aujourd'hui. Et c'est notamment pour ça qu'on a besoin de cohortes comme la cohorte cépage, qui en fait marche en concert avec des études qui vont se faire plus sur d'autres modèles, sur des cellules et des animaux pour c'est l'inverse, pour évaluer la toxicité de ces composés. Merci. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'une communication serait possible sur les catégories de plastique et le relargage? Alors le relargage, c'est très spécifique et les catégories de plastique, je pense qu'effectivement on peut trouver il y a des associations ou l'ARS qui ont des documents, plutôt bien faits,
Donc je sais pas, je peux pas m'engager à ce que ce soit mis en ligne sur le site de la cohorte, mais peut-être que si vous nous contactez directement, on peut vous les envoyer. Il y a quand même quelques, documentations qui sont validées et plutôt bien faites, ouais. Mais ça sera essentiellement sur la présence des quel type de plastique, mais il y aura pas de documents, je pense grand public sur le relargage parce que c'est très spécifique. Il y a pas tant d'études publiées, là-dessus. Je me souviens d'une étude sur les biberons, il me semble, il y a longtemps, justement, en conditions chauffées, non chauffées, mais là encore, c'était une étude américaine avec probablement des compositions et des réglementations qui sont différentes de ce qu'on a, en France. Merci. Est-ce que vous avez des conseils vraiment pour éviter ces polluants, des conseils de prévention ou même peut-être où trouver toutes ces informations sur la prévention? Alors moi, quand on me pose ce genre de questions, j'ai tendance quand même à me pas cacher derrière la science, mais à m'appuyer sur des données scientifiques et donc on revient sur ces fameuses études d'intervention dont je vous ai parlé au début qui ont évalué en fait quelles modifications de comportement ont vraiment un effet sur nos expositions et jusqu'à maintenant les études d'intervention qui ont été menées sur les composés dont on a parlé aujourd'hui, c'est des choses qui visent produits de soins et cosmétiques et éviter le plastique dans l'alimentation. Donc voilà, les conseils simples, si c'est possible, c'est de limiter, l'utilisation de produits de soins et cosmétiques au strict minimum et éviter le plastique, notamment chauffé dans l'alimentation. Pour les phénols et les phtalates, c'est en tout cas, ce qu'ont évalué et montré les études, d'intervention qui ont été publiées actuellement. Bon, Merci. eh bien, je crois qu'on arrive à la fin. Donc merci à tous pour votre participation. Donc c'est un format de présentation qu'on va essayer de refaire. Alors pas tous les mois, ce sera peut-être plutôt, tous les 6 mois ou de façon annuelle et donc on vous communiquera, par mail, la prochaine, thématique qui sera probablement sur une autre, famille de polluants et d'autres, événements de santé. Donc, merci beaucoup pour votre participation et encore un grand merci pour votre participation au suivi et aux différentes visites organisées dans le cadre de la cohorte. Merci beaucoup et bonne soirée.